Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Lift Talk dans la série préparation à Final Rep pour les championnats du monde. Et aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. Mais avant de commencer ce podcast, je vous invite à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à repartager ce podcast. Ça nous aide beaucoup aussi sur Spotify, nous laisser une note de 5 étoiles. On veut 100 notations, là on en a 67, donc on en veut un peu plus. Et aujourd'hui, je suis avec Lise. Mais comment tu vas, Lise ? Ça va super, et toi, Marco ? Ça va très très bien. Il y a eu pas mal d'infos te concernant de ces derniers temps. Qui sont sortis récemment, ouais. Donc on va y revenir. Et déjà avant ça, avant de parler de ce truc-là, justement, moi ce que je voulais savoir, Alice, c'est un petit peu ton parcours, parce que c'est vrai que même en off, ça, on n'a jamais trop parlé. Qu'est-ce que tu as fait avant le streetlifting et qu'est-ce qui t'a amené au streetlifting? Est-ce qu'il y a eu un truc que tu as vu sur les réseaux, que machin? Toutes les petites histoires. Voilà. Alors du coup, il faut savoir que moi, j'ai toujours fait plus ou moins du sport. Dans mon enfance, c'était un peu mon éducation. Mes parents ils m'ont pas forcé à faire du sport, mais j'ai toujours fait du sport. Je faisais de la danse, j'ai fait du multisport, voilà, des sports un peu random comme ça. Et après, je me suis mise à la gymnastique, donc avec des périodes un peu séparées. J'en ai fait par exemple 2 ans en compétition quand j'étais petite. Après, j'ai fait une pause. Après, j'ai repris en loisir et après, j'ai repris en compétition. Donc en tout, j'ai dû faire une sixième, je dis pas, 6 ans d'années du coup de gymnastique, tout cumulé. Donc ça m'a quand même pas mal permis d'avoir une bonne condition physique, etc., de créer de la masse musculaire. Ma dernière année, du coup, c'était quand j'étais au lycée, c'était en première, je crois, ma dernière année de gymnastique. Et ensuite, je suis arrivée en études supérieures, en ville, et j'ai eu envie de m'inscrire à la salle. Comme j'ai fait des études donc de STAPS dans le sport, c'était la suite logique. Je me suis inscrite à la salle en mars 2022. Et je me rappelle aussi, avant, pour la petite histoire, j'avais acheté le kit du débutant à Decathlon là, de musculation. Donc voilà, j'avais mes petites barres, mes petits haltères, et j'avais commencé en gros dans mon appart à faire les trucs de base, quoi, développé couché. Je me rappelle, je faisais ça sur 2 chaises, vraiment c'était une catastrophe. Donc j'ai fait ça pendant 3-4 mois. Après ça m'a saoulée, et puis j'arrivais un peu au bout des poids, donc je me suis dit vas-y, go m'inscrire à la salle. Donc je me suis inscrite à la salle, j'ai fait 2-3 mois de musculation. Au début, c'était vraiment de la musculation. J'avais regardé des vidéos sur YouTube pour faire des programmes, etc. J'ai commencé du coup à faire les exercices un peu de force, tout ce qui est le développé couché, tout ça. Je faisais un petit peu de traction à la fin de mes séances, mais vraiment c'était très très peu. Et en fait, j'ai commencé à prendre goût pour les exercices polyarticulaires, tu vois, tout ce qui est le squat, le bench, les tractions, etc. J'ai découvert les dips un petit peu plus tard. Et du coup, j'ai commencé à en faire de plus en plus, à les mettre en début de séance, à vouloir faire de la force dessus. Et la musculation, petit à petit, ça m'a saoulée, quoi. Vraiment, je trouvais ça ennuyant. Donc, j'avais un ami qui, lui, faisait du set and rep, un mix un peu entre set and rep, de l'endurance de force, etc. Et du coup, on s'était entraînés ensemble, on avait fait une séance, et lui, il se lestait sur les dips et les tractions. Donc, il m'a montré qu'on pouvait se lester sur les dips et les tractions. Et moi, je savais pas, j'étais pas au courant. Donc j'ai trop aimé le principe, il m'a fait essayer sa ceinture, tout ça. Donc j'ai fait des tractions, des dips. Et en fait, la première fois que j'ai testé, j'arrivais déjà à me lester sur les dips. Je crois que j'avais fait 27,5. J'avais testé comme ça mon RM. Ah oui. Bah ouais. Du coup, j'étais contente. Et pareil, sur les tractions, je sais plus, j'avais dû faire 10 kilos, un truc comme ça. Et après, je me suis dit, ok, go. Donc j'ai mis ça en place dans mes séances. J'ai fait des dips lestés, des tractions lestées, etc. Je faisais encore un peu mix avec la muscu. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est bon, je me mets dans le streetlifting. Du coup, parce que j'avais commencé à suivre des personnes comme Pauline. Je commençais un petit peu à découvrir ce sport sur les réseaux. C'était encore pas autant développé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'engouement avec Final Rep, tout ça. Et après, donc j'ai commencé petit à petit à délaisser la musculation, à me focus vraiment sur le streetlifting, à mettre de côté aussi le développé couché, parce que j'en faisais aussi beaucoup. Et en janvier de l'année d'après, donc 2023, c'est là où j'ai commencé à me faire coacher par Pauline, du coup. Et c'est là où je me suis dit, ok, vas-y, je fais des compètes, tout ça. J'ai fait ma première compétition en mars 2023, c'était les premiers pas à la Courneuve. J'avais fini première à ce moment-là. Et après, j'ai enchaîné les championnats de France et je suis arrivée... Ah ouais, t'as jamais fait Grand Ouest, toi, je crois. Non.
Ah, j'ai fait... Si, T'as fait une l'année seule fois. des premiers pas, j'ai fait Grand Ouest, mais c'était les only. Ok, ah oui, d'accord. C'était Ok, dips et traction. ok, Mais non, j'ai jamais fait Grand Ouest, c'est vrai. ok, En 4 mouvements, j'ai jamais fait. d'accord. C'est vrai que je suis passée de premier pas au championnat de France, Mm. comme ça. Et justement, au niveau temporel, tu t'es mis à fond dans le streetlifting, tu disais, et ça correspond à quoi? C'est 2023 du coup, non? Alors, je dirais, j'ai commencé quand même peut-être un peu avant. Je me suis fait coacher en 2023 où là, j'avais vraiment Ok. une prog, on va dire, qui ressemblait à quelque chose. Mais quand j'ai commencé vraiment que le streetlifting, je pense que c'était le septembre. Donc septembre 2022. Ok, Voilà. d'accord. Donc là, ça fait 3 ans et demi que tu fais ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, toi, t'as quel âge maintenant, Lise? Là, j'ai 21 ans. Ok, Je vais avoir 22 ans cette année. ok, Donc, ça va, marche. je suis encore assez jeune. Ok, donc gros passif en gym qui t'a sûrement énormément aidé pour la Clairement. suite, j'imagine. Clairement. C'est ça, faut arrêter d'écouter les gens qui disent j'ai fait que 2 ans de street, etc. Oui, ok, moi par exemple, si on prend mon parcours, ça fait que 3 ans et demi que je fais du street. Mais quand j'ai commencé, j'ai pas commencé au poids du corps, j'ai pas commencé comme une débutante parce que j'ai fait tout ce que j'ai fait avant qui m'a servi. Et je l'ai pas dit aussi, mais quand j'ai commencé la salle, quand j'ai commencé, directement j'ai fait 5 séances et j'ai jamais raté une séance depuis. Donc ça veut dire que ça compte aussi beaucoup entre quelqu'un qui commence la muscu, qui fait 2-3 séances, et quelqu'un qui s'y met hop direct, bah forcément ça joue un peu. Et t'as été discipliné aussi dès le départ. Ouais, direct. Tu fais pas de pause de 2 mois l'été. Non, jamais. Voilà. J'ai jamais raté une séance. À partir du moment où elle était écrite dans mon programme et qui a été programmée, j'ai jamais raté une séance. Ok. Après, j'ai dû partir 1 ou 2 fois en vacances, des fois une semaine. J'ai dû pendant une semaine ne pas m'entraîner, mais c'est tout. Sinon, j'ai jamais raté une séance. Ok. Donc là, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours. Et donc, bah, on en vient à un petit peu, justement, le truc là fatidique et ce qui s'est passé récemment. Parce que pour rappel, donc Lise, donc toi tu as eu quand même une progression qui a été très rapide du fait de ton passif, et là cette année tu as réussi à te qualifier au championnat du monde en moins de 57. En moins 63. Voilà. J'avais un doute. Moins de 63. C'est pas ma caté normalement. Ouais, voilà, c'est ça. Tu m'induis en erreur aussi. Bah, tu vois. Et donc, bah, moi, justement, quand je t'ai contacté pour faire le podcast, pour moi, c'était, bah, vas-y, je vais l'interviewer. Parce qu'en fait, j'explique vite fait. Petite histoire. En fait, donc, je vois Lise, elle est en vacances et tout. Et en fait, j'avais pas capté que tu avais été sélectionnée. Et je me suis dit, bah, Lise, non, elle fait pas les championnats du monde et tout. Et je vois Lohan, et Lohan, il me fait, je lui dis, bah, tu viens au championnat du monde? Il me dit, bah, ouais, on va peut-être accompagner Lise et tout, ça va être cool. Je fais comment ça, accompagner Lise? Bah ouais, Lise, elle fait les championnats du monde. Je fais, ah bon, mais attends, c'est bizarre, elle est en vacances, là. Ce qui est fou, je la vois visiter des trucs et tout. Et il me fait, bah si, elle participe. Donc en fait, c'est là que je t'ai contacté, et c'est là que tu m'as dit, donc... Ouais. Tu m'as dit que je ne participerai pas au championnat du monde. En plus, en fait, au moment où tu m'as envoyé le message, je venais juste de prendre ma décision. Okay, ouais. Donc c'est pour ça en fait que je l'ai pas dit tout de suite. Voilà. Donc de ce que j'ai compris, pour spoiler un peu, la grande raison, c'est que tu t'es blessé. C'est pas forcément la grande raison. Je pense que même si je m'étais pas blessée, j'aurais pas fait. Mais ça a participé. Bah, je vais expliquer juste après, mais la blessure, on va dire, ça a été le déclic. Ouais. C'est ça qui m'a fait prendre la décision. Voilà, on va dire ça comme ça. Justement, est-ce que c'était une décision qui était difficile à prendre? J'imagine que oui. Et justement, bah, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment bah, tous les trucs cumulés qui ont fait que tu es arrivé à cette conclusion? Ouais, ça a été, je pense, la décision la plus difficile que j'ai dû prendre dans ma carrière de streetlifting depuis le début. Alors oui, du coup, ça a été une décision assez difficile. Je pense que ça a été la décision la plus difficile que j'ai prise jusqu'ici. Il y a eu plusieurs éléments qui ont participé à me faire prendre cette décision. Première chose, du coup, c'est que, alors de base, moi, j'avais pas planifié de faire Final Rep cette année parce que dans ma tête, j'avais vraiment pas le niveau et c'était impossible pour moi d'être qualifiée. Donc c'est pour ça que je suis partie en vacances
en Malaisie, parce que c'est un voyage que j'avais planifié depuis 7-8 mois avant de partir. Donc tout était déjà planifié, on avait pris l'avion, etc. Donc c'est pour ça que je suis quand même partie malgré ma qualification. Ensuite, j'ai fait la Ice Cup, donc un qualifieur pour Final Rep qui s'est déroulé fin avril. Quand j'ai fait la Ice Cup, au début, moi je voulais juste la faire pour faire une compétition et j'avais même pas en tête de faire cette compétition pour être qualifiée. Et en fait, après, en parlant avec ma coach, avec Charlie, en fait, on s'est dit, bah, peut-être il y a moyen, voilà, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais j'avais plus de chances de me qualifier en moins de 63 qu'en moins de 57, ce qui n'est pas du tout logique. Parce que le niveau en fait, est tellement élevé en France en 57 et qu'il y a une règle en fait, avec Final Rep, pour ceux qui ne savent pas, ils prennent que 2 personnes par nationalité. Donc en fait, s'il y a déjà 2 Françaises qui se qualifient dans une catégorie, même si tu es dans les 8 meilleurs à l'échelle mondiale, tu ne seras pas qualifié. Donc à partir de ça, moi je me suis dit, en moins de 57, j'ai aucune chance. Il y a trop de concus dans la catégorie moins de 57. Donc go en moins de 63. Parce qu'en France, en fait, surtout cette année, il n'y a personne. Cette année, il n'y avait vraiment personne. Voilà. Donc je me suis dit, go, qui ne tente rien à rien, je fais la compète. Si je suis qualifiée, tant mieux. Et si je ne suis pas qualifiée, c'est pas grave. C'était pas non plus mon objectif ultime. Je fais ma compète, tout se passe bien. J'ai fait 250 de total. J'aurais pu faire un petit peu plus, mais bon, ça va. Donc les qualifications tombent. Moi, j'ai fait ma compétition fin avril et il s'est quand même passé du temps avant que je sache que je sois qualifiée. Les qualifications étaient début juillet parce que le dernier qualifieur était fin juin. Ça a mis du temps parce qu'en fait, théoriquement, je n'étais pas censée être qualifiée. J'étais une place, on va dire la première sur la liste d'attente. Mais j'ai appris plus tard qu'en fait, j'ai été qualifiée parce que Nadine est partie en moins de 57. Ok. Voilà. De base, en fait, j'étais pile pour être qualifiée, sauf que moi, il y a une règle que j'étais pas au courant, je sais pas si toi, tu étais au courant. Ouais. C'est que... je l'ai appris plus tard. Voilà. C'est qu'ils ont quand même... En fait, ils ont accepté pour les personnes qualifiées... des Europes. Voilà, des Europes de l'année d'avant. Donc, moi, il y a une fille... Ce qui est bizarre. Logique en vrai. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a une fille dans ma caté qui s'est qualifiée alors qu'elle a fait 0 compète depuis 1 an et demi. Et elle s'est qualifiée avec son total qui date de 1 an et demi. Ouais. Pour moi, c'est pas très juste, quoi, on va dire. Ouais, ça a pris la qualification de certaines personnes. Parce que limite, peut-être la première de chaque KT, elle est automatiquement qualifiée pour les mondes, ça, je serais ok. Oui, ça, c'est logique. Mais ça, y a pas de souci. du coup, t'es dernier de ta KT et ton total, il vaut pour les mondes, pour moi, c'est pas logique du tout, tu vois. Ouais, pas du tout. Donc bon, soit, cette règle a fait qu'il y a une personne qui s'est rajoutée dans la liste et que moi, de base, j'aurais pas dû être prise. Au final, j'ai été prise parce que Nadine est partie. Et fallait pas plus. J'ai été prise de justesse. Donc à partir de là, en soi, j'étais contente. Mais déjà, là, ça aurait dû m'alerter. J'étais pas non plus super contente de faire Final Rep, alors que normalement, j'aurais dû l'être parce que c'est vraiment un objectif que j'ai depuis longtemps. Comme s'il y avait une partie de moi, en fait, qui était pas prête à y aller et qui avait pas envie d'y aller. Mais bon. Au début, j'étais pas encore consciente et je pense que petit à petit, quand j'ai commencé ma prépa, il y a une forme de déni qui s'est installée et moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, je fais Final Rep, ça va être trop bien et tout, go, je fonce tête baissée. 1 mois après la Ice Cup, j'enchaîne sur une deuxième compète, avec du recul maintenant, je me dis, j'aurais jamais dû la faire. C'était une compétition non officielle, en fait, à un bootcamp de Aubin et Achoura. Ils ont fait, ouais. Voilà, ils ont fait un bootcamp. Je savais même pas que... Ok. Je l'avais faite, mais en fait, c'était vraiment... je l'ai fait parce qu'il y avait des lots à gagner et que c'était sur le moment. Histoire de kiffer, quoi. Voilà, exactement. Sauf que du coup, j'ai direct après l'Ice Cup, ma coach m'a refait une prépa pour une compète, mais bon, t'as pas trop le temps de faire une prépa en 1 mois. Donc, j'ai pas récupéré de la première compète, j'enchaîne une deuxième compète, et en plus, la semaine du bootcamp, du coup, qu'on a fait, c'était catastrophique. Que ce soit en termes d'hygiène de vie, on dormait pas, on mangeait pas bien. Donc en fait, tout ce qu'il faut pas faire, je l'ai fait. Et moi, en fait, en général, quand je fais une compète, après, je récupère assez vite et j'ai jamais eu de souci de pas récupérer. Sauf que là, je pense que c'était un peu trop pour mon corps. Et en fait, je me suis pris un mur quand je suis rentrée à l'entraînement après. Parce que du coup, je suis rentrée, hop, fallait directement démarrer la prépa à Final Rep parce qu'il restait 5 mois. 4-5 mois, en fait, c'est court, hein, le délai qu'il y a entre les deux. Ouais. Donc, fallait pas faire n'importe quoi, il fallait s'y mettre direct. Sauf que, en fait, j'ai jamais récupéré.
Donc on a fait un premier bloc. Moi je me suis dit tranquille, à la fin ça ira mieux. Pas du tout. Vraiment, j'ai subi tout le mois. J'avais l'impression d'être en RPE 10 à toutes les séances. Vraiment, ça allait pas du tout. Du coup, le bloc d'après, je me suis dit ok, c'est bon, là, cette fois-ci ce sera le bon. Ça allait toujours pas. Et en fait, petit à petit, comme ça, j'ai jamais récupéré de ma compète. Et chaque entraînement, mais c'était une catastrophe. En fait, c'était des sous-pertes, je me sentais jamais bien. J'ai jamais récupéré, etc. Parce que j'ai fait l'erreur de faire la compète et que j'aurais dû faire un bloc de récup, je pense, après, qu'on a sous-estimé. Hein, du coup, c'est aussi mon erreur. Et donc tout ça, ça s'est enchaîné. Moi, dans ma tête, je continuais de foncer tête baissée. Non, ça va aller, je vais faire final rep. De toute façon, ce qui compte, c'est le jour J, c'est pas tout ça, etc. Je pars en vacances ensuite, donc 3 semaines quand même, en Malaisie, à l'autre bout du monde. Là, je commence à me dire, en vrai, c'est chaud, parce que là, ça va pas, je suis pas en forme. Je pars en Malaisie 3 semaines, qui fait ça avant une prépa championnat du monde. Voilà, je l'ai pas partagé sur les réseaux parce que je voulais pas donner cette image de moi. Mais je me suis quand même entraînée là-bas. J'ai tout fait vraiment pour faire le max. On s'entraînait quand même dans des salles qui étaient bien. J'ai ramené mes équipements. Je suis partie avec un sac à dos et j'ai emmené ma ceinture SBD, mes genouillères MPDS, ma ceinture de l'Est. Alors vraiment, la moitié de mon sac à dos, c'était mes équipements. Donc j'ai quand même fait de mon mieux. Donc on s'est entraîné, etc. Ça commençait à être un petit peu mieux. Je commençais à me sentir un peu mieux. Et ça faisait 2-3 mois que je commençais à avoir une gêne à l'adducteur, mais ça restait une gêne et quand je faisais du squat, je la sentais pas. Et là, dernière séance qu'on fait en Malaisie, c'était une séance squat, et là je me blesse. En fait, je sentais à l'échauffement que j'avais plus mal que d'habitude. Je commence à faire ma montée de gamme, et là je sens qu'en fait quand je descends à l'amplitude, j'ai mal. Et je sens que si je force, que j'augmente la charge, etc., je vais vraiment me blesser. Donc là je me dis, là en fait c'est au moment où je me retrouve sous la barre. C'est là où je capte. J'ai une prise de conscience et je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Alors là, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Et c'est là où je me dis, faut pas que je fasse final rep. Donc j'étais avec Charlie, mon copain. Je commence à lui en parler, je commence à lui dire. Je sens des grosses vagues d'émotions me monter et je commence à me sentir pas bien du tout. Et je me dis, là, il y a un truc qui va pas et tout. Je commence à lui dire, en vrai, je suis plus sûre de faire final rep, tout ça. Donc lui, je pense au début, il s'est dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? Ça y est, elle s'est blessée. Elle est faible, quoi. C'est pas rationnel. Donc moi, au début, je me dis ça. Je me dis, reprends-toi, c'est pas rationnel. Juste là, c'est sur le moment, etc. Je prends un peu de recul, etc. Juste après la séance, on va manger au resto. Et en fait, du coup, on reparle de ça. Et je lui déballe tout mon sac. Et là, c'est comme si, pendant le resto, je commence à lui dire tout ce que je pense depuis des mois, mais que tu gardais pour toi, que je garde pour moi. Exactement. Et en fait, je lui dis tout. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que, en fait, là, je me sens pas prête à faire final rep. Qu'au fond de moi, j'ai pas envie. En plus, que je me suis blessée, mais qu'en fait, je pense que c'est juste mon corps qui parle et qui me dit arrête-toi là. Et je sens que c'est pas juste pour moi, en fait, de faire final rep. Peut-être que j'ai encore pas assez de recul sur la situation et qu'il y a des choses que je sais pas encore. Mais du coup, la raison principale, c'est que j'ai pas envie parce que je me sens pas prête. Parce que ce soit physiquement ou psychologiquement, déjà physiquement je suis pas en forme. Et là je me dis si je vais à final rep dans ces conditions, je vais juste pas kiffer ma compétition, je vais juste pas être fière de moi, je sais que je vais faire de la merde en fait. Et psychologiquement, c'est ce que j'ai dit dans le podcast que j'ai fait avec le compte là, Street Lifting France, c'est que en fait pour moi pour faire une compétition de cette ampleur, faut se préparer. Mais c'est pas tu décides de faire ça comme ça quelques mois avant et t'y vas. Ça se prépare. Je pense que tu dois être au courant avec Ludie à quel point elle est préparée, elle est accompagnée sur tous les points. Ça se prépare, que ce soit en termes de pression psychologique, parce que c'est quand même quelque chose de faire une compète de cette ampleur. Faut être prêt, faut être assez fort mentalement, faut être prêt physiquement, psychologiquement. Et moi en fait je pense que je suis pas prête cette année à faire cette compétition. Et je pense que si je la fais, je vais me dégoûter du street lifting et je vais juste me prendre une claque en fait. Et je pense aussi que j'ai grillé des étapes dans mon évolution dans le street qui a été quand même assez rapide. Et j'ai peut-être d'autres choses à accomplir avant, des perfs même à atteindre avant de participer à cette compétition. Donc là actuellement, j'ai décidé de pas participer. Je ne mets pas un stop à ma carrière ou quoi, pas du tout. C'est juste, on va dire, je reporte cette compétition. Et si j'ai l'occasion et l'opportunité d'être qualifiée plus tard et que c'est le moment, je la ferai. Mais là, actuellement, j'ai senti qu'il fallait pas que je la fasse.
Ok. Voilà, globalement. Ouais, donc on peut retenir, moi en fait dans tout ce que tu m'as dit bien en détail, limite en fait quand on prend le truc au tout début, en fait toi ça s'est fait un petit peu comme ça la qualification, mais en vrai de vrai c'était pas vraiment ton objectif de base. Ouais, quoi. c'est ça. Tu vois, je pense que tout part peut-être de là, et puis après il y a des choses qui se sont ajoutées. Peut-être qu'on peut revenir aussi sur parce que moi je trouve que on parle jamais assez de l'après-compétition et on parle souvent de la prépa à une compétition, et le post-compète pour moi il est méga important, que ce soit même pour des petites compétitions et peut-être encore davantage pour des grosses compètes style des qualifieurs, des nationaux, des internationaux. Et en fait moi ce que j'aime bien faire maintenant par exemple c'est préparer ça avant même la compète. C'est qu'on sait déjà dans quel état d'esprit, qu'est-ce qu'on va faire, les conditionner, parce qu'en fait souvent il y a vraiment un down, mais vraiment chaud, des fois hyper chaud, parce que l'athlète il était dans un truc vraiment dans un mood, dans un flow de prépa, il était hypé, il faisait des entraînements même avec ses potes, il se hypait sur les réseaux, machin et tout, il fait la compète. Il est content de sa compète dans un cas positif, et après plus rien. Il y a plus rien, et en fait c'est comme si tout s'effondrait. Et là je trouve que il y a des trucs pas bons souvent qui arrivent, comme des remises en question des fois qui n'ont pas forcément lieu d'être, des fois même assez profondes, genre qui a presque des fois sur ta pratique en elle-même. Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais, est-ce que je vais continuer là-dedans, etc. Donc pour moi vraiment préparer ce post-compète c'est méga important. Je pense que c'est un truc maintenant de toute façon ça t'a appris et tu as grandi là-dessus et ça va beaucoup t'aider. Et puis l'aspect mental, moi c'était le deuxième truc sur lequel je voulais revenir, c'était que en fait dans tout ce que tu me dis aussi, on a vraiment le sentiment que en fait le mental depuis le début il suivait pas en fait, et que après en fait c'est le physique qui a dit moi aussi va te faire foutre, je suis pas non plus, tu vois. Et là du coup on en revient à, et ça c'est un sujet que j'aborde régulièrement maintenant, c'est que pour moi à un certain niveau de performance, et on peut même parler de niveau on va dire régional, interrégional et tout, en fait pour moi quand tu as atteint un certain niveau toi-même, en fait c'est vraiment le mental qui prend le dessus sur le physique, et si le mental suit pas, le physique il suivra pas derrière. En fait tu auras beau faire tout ce que tu veux, avoir le meilleur entraînement, la meilleure récup, tout ce que tu veux, s'il n'y a pas le psy derrière, c'est mort, tu vois. Ouais, carrément. C'est super pertinent tout ce que tu dis. Surtout sur cette partie mentale qui suit. Là, moi, c'est ça qui s'est passé en fait. C'est que je me suis pas préparée à faire cette compète. De base, c'était pas dans mes plans. En fait, c'était mon objectif, ça l'est toujours, mais je voyais ça sur le long terme. Je voyais pas ça dans 6 mois. Donc, mon mental, je pense, il était juste pas prêt à faire cette compétition, et je suis d'accord avec toi en fait. Le mental pour moi ça commande tout. De toute façon c'est le cas, hein. C'est le cerveau qui commande tout ton corps. Si t'es pas prêt, que t'as pas envie de faire un truc, même à l'entraînement t'as pas envie de faire ta séance, ça va pas suivre en fait, ça peut pas fonctionner. Et pareil le après compète, c'est vrai qu'en fait on n'en parle jamais, mais tu passes d'un niveau de dopamine qui est là à plus rien. Et le retour à la réalité, des fois, il peut être vachement compliqué. Donc c'est vrai que si t'es pas bien accompagné là-dessus, que t'es pas capable toi aussi de te dire ok c'est normal, là je reviens d'une compétition, peut-être aussi que forcément avec la fatigue, tes performances elles vont être beaucoup plus basses à l'entraînement, et c'est normal, c'est le temps que tu récupères. Ça peut être vachement compliqué à encaisser, et ça peut mener à des doutes, ça c'est sûr. Après pour moi les doutes c'est sain, parce que ça permet aussi ça c'est un truc que moi je me suis rendu compte. Ça permet d'avoir des petites remises en question de temps en temps. Parce que c'est bien du coup d'avoir la partie mentale qui prend le dessus, mais si en fait tu sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais, et moi c'est ça que je me suis rendu compte, genre, vraiment je me suis dit ok là il faut que je me remette en question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire final rep, ou est-ce que c'est juste mon mental qui me dit vas-y parce que t'es qualifié, et parce que tout le monde autour de moi me dit ah trop bien tu fais les championnats du monde, voilà.
Donc moi, c'était plutôt ça. Et du coup, avoir des petits doutes, des fois, ça peut permettre des fois, te remettre sur le droit chemin, je pense. Après, si c'est un doute, c'est normal aussi d'avoir des doutes et il faut quand même savoir passer au-dessus. Des fois, c'est juste des petits obstacles. Mais les doutes, ils sont aussi là parfois, je pense, pour te sortir de ton déni, justement. Et moi, en tout cas, ces petits doutes que j'ai eus, je les ai pas écoutés. Parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, des petits doutes sur le moment. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Et non, il a fallu que j'aille jusqu'au bout et que ce soit mon corps qui me dise arrête-toi, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il n'a pas dû être évident, c'est que même ton entourage et tout savait que tu étais qualifié. Ouais. Donc en gros, tout le monde se disait, voilà, on va accompagner Lise, tu vois, voilà. Et même je pense que ça a dû avoir une importance aussi dans ton déni et ta décision. Ouais. Le fait que peut-être tu te disais je vais décevoir des gens ou peut-être les gens vont me juger alors qu'on s'en fout. Ouais, carrément. Et ce que tu disais juste avant, c'est hyper important et je trouve que c'est moi ce que je dis souvent aussi, c'est les remises en question, c'est important, les moments de doute, on fait tous face à des moments de doute, mais en fait, faut pas rester trop longtemps dans ces moments de doute et en fait, faut vite rebondir. C'est normal, la vie c'est pas une ligne toute droite comme ça, va y avoir des bas et je pense que voilà, faut jamais rester trop longtemps dans un bas parce que sinon tu t'enlises quoi. Ah et puis tu peux vite fait te morfondre, etc. C'est sûr. Okay. Et un autre truc aussi intéressant, c'est que en fait, je pense que quand tu commences à avoir un certain niveau de performance, à faire plusieurs compétitions, à faire peut-être des podiums, etc., je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se construit autour de l'identité. Tu deviens un street lifter, tu deviens la personne qui a fait telle perf, tu deviens, c'est la même chose d'ailleurs avec les catégories de poids, tu deviens telle personne dans cette catégorie, tu deviens la personne qui a fait cette compétition. Et en fait, ça peut être compliqué après de s'écouter et de savoir est-ce que je suis vraiment cette personne ? Parce qu'en fait, souvent, c'est l'image qu'on te colle, mais est-ce que c'est juste de rester cette personne? Et des fois il y a juste des personnes qui ont envie d'arrêter le streetlifting parce qu'elles prennent plus de plaisir, mais parce qu'elles se sont collées cette image, elles peuvent attendre le dernier moment et justement se dégoûter de la discipline. Donc il y a aussi, je pense, cette question d'identité qui est compliquée à gérer et qu'il faut aussi souvent questionner. Ok. Ouais, avec les réseaux en plus, je pense que ça doit pas être évident. Surtout avec les réseaux. Donc là on a fait un petit peu le tour là-dessus. Finalement en fait pour conclure toute cette partie, tu le vois plus comme un apprentissage que un échec ou un truc comme ça. Pour moi c'est pas du tout un échec d'ailleurs. Carrément. Je le vois vraiment comme quelque chose de super positif. Voilà. Et c'est une erreur. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites et comme une leçon. Voilà. Et je referai pas ces erreurs et voilà. Ok. Maintenant, des petites questions. Pour les prépas que tu as déjà faites, pour toi, c'est quoi le plus dur dans une prépa ? C'est l'aspect mental. Okay. Pour moi, c'est vraiment l'aspect mental parce qu'une prépa, c'est impossible que la prépa elle se passe comme prévu à 100%. Il y aura toujours une séance où tu es censé faire une charge, même si c'est une semaine avant la compétition, que ça va pas du tout. Parce que quand tu es en picking, forcément, tu as la fatigue qui s'accumule. Donc il y a toujours un truc qui va pas bien se passer. Et c'est très facile de se dire non, je vais faire de la merde, non. De vraiment le mental, avoir ces petites voix dans la tête, la négative qui te dit de pas le faire, etc. Et donc pour moi, c'est ça le plus dur, c'est de rester engagé à 100%, de réussir à suivre le plan et d'avoir zéro déviation, de gérer tout l'aspect hygiène de vie à côté, l'alimentation, pourquoi pas être suivi par un prépa mental, etc. Pour moi, c'est ça le plus dur. Ok. Pour moi, le plus dur, tu vois, c'est l'alimentation. Ah ouais. J'aime trop manger, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Vu qu'on est dans un sport à caté de poids, en fait, moi, je suis entre deux catés. Ouais. Et pour moi, c'est ça le plus dur. Oui, c'est vrai. Ça dépend des personnes. Ouais. Mais je le compte dedans aussi parce que c'est dans l'aspect hygiène de vie autour, bien dormir, bien manger, etc. Et c'est vrai que l'alimentation, ça peut être complexe. C'est quoi maintenant le moment le plus satisfaisant ? Avant la compète ? Ouais, dans une prépa par exemple. Dans une prépa, pour moi, c'est quand tu rebondis face à... par exemple, je vais donner un exemple. Si, admettons,
t'as eu un moment où t'as eu une phase de down, que je sais pas, t'as fail à ta séance, que t'as pas pu réussir, et qu'en fait tu réussis à te dire non, c'est bon, j'arrive à me dire que là, aujourd'hui c'est comme ça, mais que le jour J, ce sera différent. Et en fait, que tu arrives à ne pas te sentir impacté d'un élément qui normalement est négatif. Moi, sachez que j'ai beaucoup évolué là-dessus. Et dans mes dernières prépas, maintenant, je sais que même si je fais une charge qui est en dessous, ou que ça se passe pas bien, ou que je fail pendant ma séance, que c'est normal, et que ça fait partie de la prépa. Et du coup, ça arrive à ne plus m'atteindre. Et ça, pour moi, en vrai, c'est vraiment satisfaisant et c'est une petite victoire, on va dire. Ok. C'est quoi ton mouvement préféré, Lise, tiens ? Ça dépend des périodes. On va dire que mon mouvement préféré, de manière générale, c'est le dips. Sûrement parce que c'est là où je performe le plus. Mais j'aime bien aussi le muscle-up, en vrai, aux anneaux. Et c'est quoi ton mouvement que tu aimes le moins ? Alors, en soi, il n'y a aucun mouvement que j'aime pas ou quoi, mais le squat, c'est vrai que c'est le mouvement où j'ai le plus de mal. C'est un petit peu ma bête noire, même s'il ne faut pas dire ça, parce qu'après, t'entretiens la mauvaise relation, mais le squat. C'est quoi la perf dont t'es le plus fier ? La peur ? Non, la perf. Ah, le dips, je pense. C'est quoi ta perf ? Alors, c'est 70 kilos, mais il était pas rep à la Ice Cup. Mais pour moi, ça reste quand même une victoire. Parce que je l'ai quand même passé. Il manquait vraiment que d'amplitude. Mais je suis quand même fière, ouais. Donc, est-ce qu'il y a une autre perf dont t'es fière ? Le muscle-up, pareil. Combien ? En vrai, c'est le 15 kg que j'ai fait à l'Ice Cup. Okay. J'avais fait plus à l'entraînement, j'avais fait 16-25, je crois. Mais c'est la vitesse à laquelle il était passé. Je sais que ce jour-là, en vrai, j'aurais pu faire plus. Mais je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Ok. Voilà. Est-ce que t'as justement une perf sur un exo que vraiment t'aimerais atteindre, c'est ton goal ultime ? Genre, t'as une perf dans un court terme ou dans un... non, plutôt long terme, du coup. Est-ce qu'il y a un truc, toi, c'est vraiment le truc de fou, si genre tu valides ça, tu peux mourir tranquille, tu vois. C'est 100 kg au dips. 100 kg au dips. Ouais. Moi, je suis persuadée qu'un jour dans ma vie, je dipserai 100 kg. Mais ce sera pas tout de suite, en vrai. Ah ouais. Non, en vrai, je 100 kg au dips. Je sais que ça paraît énorme, mais par contre, avec des coudières, parce que je pense que sans coudières, ça serait un peu compliqué. Mais peut-être que ce sera dans 10 ans, j'en sais rien. Mais c'est vraiment la perf où le jour où j'aurais fait ça, je pourrais mourir en paix. Donc ça se trouve, tu seras la première femme à faire ça. Non, je pense pas. Je pense pas que je serai la première femme. Je pense qu'il y en aura d'autres avant qui le feront, et là, on est vraiment pas loin. Mais en vrai, moi, ça me semble vraiment pas impossible. Juste, ça me paraît loin. Mais je pense que c'est vraiment possible, et je pense que vraiment dans 2-3 ans, il y aura des femmes qui dipseront 100 kg. Ouais, je pense peut-être aussi, pas dans les petites catés, mais... Ouais, voilà. Je pense aussi. Vous pouvez me prendre pour une folle, mais moi, j'y crois. Ouais. Non, mais de toute façon, ça fait, je pense, au moins 2 ans qu'on dit qu'un jour, ça va arriver 100 kilos chez les femmes. Donc, avant, il y a 3 ans, ça paraissait impossible. Bah oui. Mais aujourd'hui, ça paraît possible, en fait, maintenant, surtout avec les équipements. Ok, pour ça. Est-ce que... donc, on va passer maintenant sur l'état d'esprit que tu as pour la suite, même si tu as déjà abordé quelques points. Comment tu vis justement le fait d'avoir annoncé ça, de l'avoir officialisé ? Est-ce que je cherche l'adjectif, comment dire, rassuré, oui, mais est-ce que t'es soulagé ? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Carrément. Déjà, la première fois que j'en ai parlé à quelqu'un, ça m'a libérée d'un poids. Vraiment, là, c'est là où je me suis dit, ok, c'est bon, c'est la bonne décision. Et même si elle était dure à prendre, j'ai su que c'était la bonne décision. Ça a été très dur au début, parce qu'en fait, il a fallu que je gère. Justement, c'est le côté identité dont je te parlais. Le fait d'annoncer publiquement que je fais pas Final Rep et que c'est juste parce que j'ai pas envie, c'est un peu compliqué, parce que déjà, tu perds une petite partie de ton identité. Les gens, ils se disent, elle fait plus Final Rep, et ça peut passer pour de la faiblesse ou quelqu'un juste ça peut être interprété. Qui abandonne. Heureusement, je suis hyper reconnaissante. Quand j'en ai parlé, j'ai expliqué les raisons, et je pense que si tu l'expliques bien, ça passe. Il n'y a pas une seule personne qui m'a dit ah ouais, t'abandonnes. Peut-être qu'il y en a qui le pensent, en vrai, je m'en fous. Et non, la plupart des gens m'ont soutenue, mais vraiment sincèrement. Et m'ont envoyé de la force, etc. J'ai même eu, étonnamment, beaucoup de messages de personnes, surtout étrangères, par exemple des Espagnols, etc., femmes,
qui m'ont dit « Ah ouais, mais moi aussi, merci d'en parler, là, t'as ouvert la voie à quelque chose et tout, c'est un sujet tabou, etc. » Donc apparemment, c'est un sujet tabou de parler de ce genre de choses. Et donc je l'ai pris justement comme quelque chose de super positif. Et après, je l'ai super bien vécu. Et là, toujours aujourd'hui, je le vis bien parce que je me dis, c'était la bonne décision à prendre, quoi qu'il arrive. La mauvaise décision, c'était d'y aller. Et du coup, maintenant, comment je vois le truc? Donc forcément, je me sens soulagée parce que je me suis enfin écoutée et je sais que c'était pas la bonne chose à faire. Et maintenant, en fait, je me dis, je prends ça comme une leçon, comme je le disais. Donc je sais que je vais rebondir. C'est déjà ce que j'ai commencé à faire. Et maintenant, je vois le truc comme... je vais continuer dans la voie que j'ai prise jusqu'ici, mais sans refaire les mêmes erreurs. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je fais actuellement? Pendant 2 semaines, je m'entraîne, mais sans prog. Ça veut dire que je vais faire ma séance, je me dis qu'aujourd'hui, je fais une séance dips, je fais ce que je veux. Forcément, je fais quand même un truc qui est cohérent, etc. Je suis pas bête. Mais là, mon but, c'était de reprendre le plaisir avec le street et de m'enlever toute la pression de prépa, compétition, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, là, je commence déjà un peu à en avoir marre. Ça fait 1 semaine et demie que je fais ça, de ne pas avoir de prog et qu'il n'y ait pas de structure. Donc, je vais m'auto-coacher pendant 3-4 mois. Juste le temps de vraiment reprendre le goût à l'entraînement et à la prog, etc. Comme je suis coach de mon côté, ça va, ça devrait aller, ça devrait le faire. Oui, je pense. Voilà. Et après, je me referai coacher plus sérieusement. Pour l'instant, je me fixe pas d'objectif de compète, je me mets pas d'échéance, je me dis pas... T'anticipes toutes mes questions. Voilà. Pour la suite, je me mets pas d'échéance, je me dis pas ok, tu vas faire une compète tel jour. Parce que là, j'ai pas envie de faire une compète tout de suite, j'ai pas envie de retourner sur un plateau. J'ai besoin avant de être confiante à l'entraînement, de reprendre du plaisir, etc. Et quand je me sentirai bien, ça se trouve ce sera dans 2 mois, on sait pas. Là, je me remettrai dans une prépa compétition. Okay. Et j'oublie pas mon objectif de base, qui est quand même de participer à Final Rep, etc. Mais du coup, la prochaine fois que l'opportunité se représentera, je serai préparée. Ok. Donc là, reprendre du plaisir. Ouais. Après, phase de reconstruction, construction. Ouais, et après, quand tu seras déjà là-dedans, ça sera déjà bien avancé. Peut-être que tu te poseras la question d'une échéance, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai oublié de dire aussi important, guérir de mon adducteur. Parce que c'est un petit détail important, mais quand même, voilà. Ouais. Prendre le truc au sérieux, quoi. Sinon, tout va bien à part ça? Non, sinon il n'y a pas de souci, c'est vraiment juste l'adducteur. Mais ça va se régler vite, je pense pas que ce soit une très grosse blessure. Il faut juste que je le prenne sérieusement. Ouais. Là, je fais de la réhab tous les jours, du coup. Ok. Donc c'est un peu chiant, mais moi, je n'ai pas le choix. Ok. Justement, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui vit la même situation pour différentes raisons d'ailleurs, parce que toi c'était ça, mais il y en a d'autres, c'est autre chose, c'est carrément vraiment là une blessure qui peut être handicapant, elle ou il, parce que ça c'est aussi les hommes. Quel conseil tu donnerais? Déjà je pense que le plus important pour moi c'est l'entourage. Si tu es entouré que de personnes qui veulent pas les bonnes choses pour toi, etc., ça va être compliqué. Il faut vraiment que l'entourage il soutienne la décision qui est prise et qu'il écoute ce que tu as au fond de toi. Et après, c'est d'en parler. Pour moi, tout garder pour soi, comme j'ai fait pendant plusieurs mois, c'est pas la bonne chose. Parce qu'il y a forcément un jour où ça va péter. Donc autant en parler dès le début, même dès que c'est qu'un petit doute, etc., et régler la situation le plus tôt possible. Parce que là aussi, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais c'est si j'avais pas pris cette décision et que je m'étais pas rendu compte de tout ça, qu'est-ce qui serait arrivé? Peut-être que, en fait, ça aurait été la fin de Lise dans le streetlifting. Et en fait, il y a beaucoup d'athlètes qui attendent le dernier moment, qui attendent de se blesser, qui attendent même de pas régler la blessure et d'arriver vraiment jusqu'à se dégoûter du streetlifting, juste parce que c'est un petit peu que le mental qui tient et qui dit non, tu continues, ou l'entourage. Qui, par exemple, ça peut être le coach. Je pense que nous, en tant que coach, c'est notre rôle aussi d'éviter à tout prix ça et de prévenir la santé mentale là-dessus. Et si tu as un entourage qui te met la pression, qui t'écoute pas, etc., je pense que là, tu peux aller jusqu'au dégoût. Et si tu franchis ce point, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière après. Ouais, de ouf. Donc c'est ça mon meilleur conseil, je pense. Ouais, donc vraiment de la bienveillance de ton entourage. Et tu vois, moi j'aimerais juste parler d'un truc, c'est que l'année dernière, du coup, on a fait les Europes
avec donc 4 athlètes. Cette année, donc là, il y a Ludi qui s'est sélectionné pour les championnats du monde. Et en fait, j'ai senti, moi, en tant que coach, que en fait, je peux l'aider et je mets des choses pour l'aider par rapport à ça. Notamment, tu vois, on met des appels en place où j'ai des questions bien définies. Je pense que ça permet de fluidifier les échanges. Mais je trouve que c'était pas encore assez cette année. Et là, en plus, là, c'est vraiment une configuration particulière parce que Ludivine, elle est quand même favorite pour le titre. Et en fait, moi, je voulais pas lui mettre... bon, je fais tout pour pas lui mettre la pression par rapport à ça. D'ailleurs, c'est pas vraiment un truc dont on parle régulièrement. Et je me suis dit, tu vois, cette année, faut que j'ai une équipe parce que, en fait, même pour moi, c'est trop de pression, tu vois. Genre, en fait... Et genre, trop de responsabilités aussi, peut-être. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, moi, je me dis... bon, on le sait, en street lifting, il n'y a rien à gagner. Enfin, tu vas pas gagner un chèque de 10 000 balles, même si tu arrives première ou quoi. J'espère qu'un jour ça arrivera. Et, mais en fait, l'athlète, il a tellement investi en temps, même en argent, sur sa prépa, sur sa bouffe, sur les compléments, sur le coaching, les autres trucs et tout. Sur les sacrifices. Ouais, voilà. Et donc, il y a toute cette partie-là, pour moi, en gros, pas décevoir l'athlète. Enfin, qui représente une... Parce qu'on parle beaucoup de la pression, ça d'ailleurs, ça sera un sujet, ça. La pression en tant que coach. Et genre pour... résultat, voilà, c'est ça. Et en plus de ça, donc t'es jugé par la France entière, en fait, parce que en gros, si elle échoue, bah, en fait, toi, tu vas être jugé, c'est sûr à 100%. Et donc il y a ce truc, donc pas décevoir l'athlète, pas décevoir les autres. Elle représente aussi quand même la France et tout. Là globalement, en plus de ça, bon, le podcast là, je sais pas, il sortira juste avant les mondes parce que tous les podcasts vont suivre. Donc je suis pas sûr qu'elle l'écoutera, mais c'est potentiellement aussi la seule femme qui peut faire une médaille d'or aussi. Je sais pas si tu as capté ça. Ouais. Et les autres, enfin voilà. Après, il peut se passer. Oui, tout peut se passer, tu vois. Mais bon, voilà. Et donc, ouais, en fait, genre pression trop importante. Et genre, je me sentais pas d'assumer ça entre guillemets seul. Et je le prends pas comme un aveu de faiblesse. Mais justement, je me dis, bah là, on met des trucs en place encore plus puissants parce que là, c'est pas n'importe quoi, c'est les championnats du monde et tout. Et en fait, il y a trop d'enjeux. En fait, il y a beaucoup trop d'enjeux pour elle et aussi pour nous en tant que coach, tu vois. Et donc voilà. Je voulais juste... Ouais, non, carrément. Non, je suis d'accord, en vrai. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la pression pour l'athlète, mais en fait, la pression, elle est même pour tout l'entourage de l'athlète. Parce que, surtout le coach, parce que c'est la personne qui commande, en fait. Donc, ouais, non, c'est sûr, ça doit pas être facile à gérer. Non. Ouais. Donc, c'est vrai que t'as parlé d'un point important, c'est qu'il y a là beaucoup d'engouement qui commence à arriver sur les favoris, etc. On voit pas mal de posts. Donc c'est vrai que là, Ludie, il y a pas mal de pression sur ses épaules, mais faut pas non plus lui mettre trop la pression. Et faut que ça se passe bien, quoi. Alors, on passe justement sur la fin. Un petit mot justement pour conclure ce podcast. Déjà, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, toi, Lise ? Alors du coup, sur Instagram, mon compte c'est Lise-SL. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a peu de temps, mais pour l'instant j'ai pas trop posté, j'ai posté juste une vidéo et c'est la même chose, c'est Lise-SL et tu vas faire quoi sur cette chaîne YouTube ? Je pense que je ferai un mélange de vidéos un peu de street, donc par exemple ça pourrait être des vlogs dans mes entraînements ou à des compétitions, et de nutrition. J'aimerais bien développer la partie nutrition aussi, où je parlerai, là par exemple la première vidéo que j'ai postée c'était parce que j'ai fait un jeûne hydrique de 5 jours, donc en gros j'ai rien mangé. Ouais, en gros ça veut dire que tu manges que rien pendant 5 jours, juste tu bois. Aussi. Ah oui, ok, d'accord. Si tu bois pas pendant 5 jours, ok.
Mais voilà, et donc du coup j'ai parlé de mon expérience, etc. Donc je pense des petites vidéos comme ça, je pense que j'en sortirai pas non plus tout le temps parce que ça prend du temps de faire le montage, etc. Mais une par mois ou quelque chose comme ça. Et alors, ça a donné quoi d'ailleurs ce jeûne-là sur Le 5 jeûne, jours en vrai je l'ai super bien vécu. Il y a beaucoup de personnes, je sais, qui ont des phases, je crois que c'est au bout du 3e jour, où tu commences à avoir envie de vomir, tu as des symptômes. Moi, j'ai continué de m'entraîner, j'ai été courir. Ah ouais? Ouais. Ah, t'as continué à t'entraîner? Ah ouais, j'ai continué à m'entraîner. Forcément, j'étais un peu plus faible, donc j'étais pas. Tu te sens un petit peu plus fatiguée, etc. Mais franchement, j'ai très bien vécu. C'était un peu compliqué des fois parce que tu vois les autres manger, tu prends un peu comme une punition. Moi, j'ai pas le droit de manger, mais ça va, ouais, ça s'est bien fait. Et non, c'est une bonne expérience à faire en vrai, je trouve. Je ferais pas ça 5 fois dans l'année. Mais... Parce que moi, j'ai déjà fait des jeûnes de 24 et 48 heures. Ouais. Mais j'ai jamais fait plus, tu vois. En soi, c'est conseillé avant de faire ça, de faire 24, 48 heures pour préparer son corps. Et c'est déjà bien, en vrai, de faire 24 heures et 48 heures. Mais 5 jours, ça commence à faire beaucoup. Il y en a qui font carrément 10 jours, 15 jours et tout. Donc c'est un peu... C'est un peu chaud après, mais Ok. Donc ça, c'est une bonne expérience. Ouais. Voilà. Ok, donc, et toi, Lise, donc, qui est athlète et coach, est-ce que tu peux peut-être donner un conseil ou un petit mot de fin pour, je sais pas, les gens, par exemple, qui se mettent à la discipline? Moi, je te cache pas, je trouve que là, cette année, il y avait moins de femmes. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, en compétition. Je sais pas si tu as eu ce sentiment aussi. Peut-être, il y a eu un petit peu moins de femmes que les autres années. Et est-ce qu'il y a un truc pour toi qui bloque les femmes et qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour qu'elles s'y mettent Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu moins de femmes. Je sais pas trop pourquoi, mais d'un côté, j'ai quand même l'impression qu'il y en a de plus en plus qui s'y mettent sur les réseaux. Ouais. Et j'ai l'impression quand même que ça se débloque. Je pense que ce qui bloque la plupart des femmes, c'est forcément le fait de se dire que c'est un sport qui est plutôt pour les hommes. Parce que c'est vrai que faire des tractions lestées, faire des dips lestés, c'est un peu moins accessible pour une femme quand elle débute. Mais je trouve que le fait de voir de plus en plus de femmes faire la discipline et surtout les perfs monstrueuses qui sont faites au niveau, ça permet de montrer que c'est possible et que juste chacun prend le temps qu'il faut. Mais chacun est capable de faire des tractions lestées, des dips lestés. Alors forcément, on part tous d'un point de départ différent. Mais même si une femme elle débute avec des tractions à l'élastique, des dips à l'élastique, c'est pas grave. Et en fait, juste le fait de jamais arrêter et de prendre du plaisir à le faire, peut-être qu'en 2-3 ans, cette personne elle aura le niveau de participer à des compétitions régionales, etc., voire même nationales, on ne sait jamais. Donc pour moi, le plus important, en vrai, c'est ça qu'il faut retenir, c'est le plaisir avant tout. Ça sert à rien en fait de faire un sport pour un objectif qui est externe, c'est-à-dire pour gagner, pour faire un podium. Ça, ok, c'est quelque chose, ça doit être quelque chose en plus, mais le plus important avant tout, c'est qu'est-ce que ce sport il apporte et pourquoi tu le fais en fait. Voilà, moi c'est ça le plus important. Bah super, moi c'est ce que je dis souvent, le plaisir avant tout. Ouais. Merci beaucoup Lise de nous avoir reçus. Vous pouvez donc la suivre sur Insta et sur YouTube. N'hésitez pas donc toujours à lâcher un commentaire, mettre un like et une note de 5 étoiles sur Spotify. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.